Salut à tous, ici Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet méconnu, la mécanique financière des trafiquants de drogue. Souvent, on ne voit que la partie visible, comme les arrestations spectaculaires ou les images de saisies gigantesques dans les journaux. Derrière tout ça, il y a une organisation qui repose sur des process, des réseaux bien structurés et une gestion du risque quasi entrepreneuriale. Alors, comment ces organisations illégales se maintiennent, recrutent et surtout font prospérer leur commerce? Dans cette vidéo, on va analyser les coulisses de ce marché opaque et comprendre les leviers utilisés pour faire tourner cette machine. On utilise souvent, ou on imagine souvent que les cartels ne font que transporter de la marchandise. En réalité, ils gèrent un cycle complet du producteur initial jusqu'à la revente. Dans certaines régions, ils maintiennent un quasi-monopole sur la culture de plantes illicites, achètent ou produisent des matières premières, transforment le produit, puis l'exportent vers des zones plus rentables. Chaque étape est finalement répartie, car le moindre accroc peut coûter des millions. Les cartels doivent alors recruter des experts, imiter certains process légaux et optimiser leur logistique. Les passeurs, quant à eux, recourent aux dernières technologies pour échapper à la surveillance des douanes, ajoutant une dimension très aiguisée à ce commerce. Pour comprendre leur fonctionnement, il faut aussi regarder l'organigramme. Généralement, un réseau de trafic comprend une direction à la tête chargée de sa stratégie globale et la coordination. Juste en dessous, on trouve les cadres opérationnels qui gèrent la sécurité et les flux financiers. À la base, il y a les exécutants, des intermédiaires, des passeurs et même des spécialistes de la cybercriminalité. L'argent circule à travers des montages complexes, utilisant parfois des entreprises écrans ou des fonds offshore pour blanchir les revenus. Tout est calibré pour éviter de laisser trop d'indices. Faux papiers, comptes nominatifs, multiples et techniques avancées de cryptographie. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vous présenter NoteRed. C'est une application gratuite et vraiment pratique, dispo sur iOS et Android, qui vous envoie des signaux pour la bourse et les cryptos. Au lieu de passer des heures à décrypter des graphiques, vous recevez des notifications claires sur ce qui vous intéresse et qui vous aident à mieux décider. Son interface est simple, pas besoin d'être un expert pour s'y retrouver, et vous pouvez surveiller plusieurs marchés en temps réel. Tout ça, c'est alimenté par de l'intelligence artificielle et vous avez vraiment une sortie géniale. Je trouve ça super utile, surtout quand on souhaite réagir vite sans se laisser noyer dans les infos. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil puisqu'elle est gratuite. Revenons à nos trafiquants de drogue et à leur gestion financière. Les revenus issus des ventes sont immenses et cette manne doit être transformée en argent propre pour acheter biens immobiliers, véhicules ou même corrompre certains acteurs locaux. Les protagonistes du trafic se doivent donc d'être très créatifs en multipliant les transactions de faibles montants, en utilisant des sociétés de façade ou en s'appuyant sur des marchés informels. Grâce à ces méthodes, ils parviennent à dissimuler l'origine illicite de leurs fonds. Parfois, ils n'hésitent pas à se coopérer avec d'autres groupes pour partager des tuyaux et étoffer leur réseau d'influence. Tout s'imbrique parfaitement. Dans ce commerce hors la loi, le marketing joue aussi un rôle déterminant. Certains réseaux mettent en avant la pureté de leurs produits ou adoptent des noms de marque pour se distinguer de la concurrence. Les clients finaux savent ainsi ce qu'ils achètent et les trafiquants peuvent pratiquer des tarifs plus élevés grâce à cette réputation. Parallèlement, la distribution se fait souvent par segments haussiers, gravite autour d'un marché de luxe, tandis que d'autres revendeurs ciblent un public plus modeste. Chaque couche de clientèle est servie différemment, ce qui montre une forme de segmentation du marché équivalente à ce qu'on voit dans certains secteurs légaux. Un autre aspect fondamental de ce trafic, c'est la gestion du risque. Les cartels ont recours à la violence pour imposer leurs règles et dissuader la concurrence. Mais la peur ne suffit pas. L'infiltration d'agences gouvernementales reste une menace constante. Pour encaisser les coûts, les trafiquants investissent dans des systèmes de surveillance, s'achètent de l'influence auprès de politiques ou de fonctionnaires corrompus et maintiennent parfois une image de bienfaiteur local en finançant des services ou des festivités. Cette double stratégie, entre brutalité et pseudo-générosité, assure une forme de contrôle territorial limitant les rébellions et protégeant ainsi leurs intérêts sur le terrain. Lorsqu'un itinéraire est détecté par les autorités, ces organisations ont déjà prévu des plans de secours. Elles redistribuent la marchandise par de nouveaux réseaux, changent le mode de transport ou soudoient des intermédiaires frontaliers. Drones sophistiqués, sous-marins artisanaux ou simples contournements routiers. Chaque option est envisagée pour maintenir la chaîne d'approvisionnement. Des responsables logistiques
suivent forcément de près les alertes publiques, évaluent la fiabilité des passeurs et s'adaptent rapidement. Cette capacité d'adaptation est nourrie par une intelligence partagée. L'information voyage vite à travers les différents canaux, ce qui permet aux cartels de renforcer leur activité, leur réactivité et d'éviter les grandes pertes. C'est cette flexibilité qui fait leur force. Sur le terrain, ces réseaux contrôlent parfois le territoire de manière plus efficace que les gouvernements officiels. Dans certaines zones, ils fournissent protection, emploi et une forme d'ordre, attirant ainsi le soutien ou l'indifférence d'une partie de la population locale. Cette entreprise progressive, cette emprise progressive, leur permet d'améliorer la production, sécuriser les routes et négocier directement avec les partenaires internationaux. Les marchés asiatiques ou européens deviennent alors de nouvelles opportunités où les cartels testent des alliances avec des mafias bien implantées. Tout cela s'accompagne bien sûr d'investissements en infrastructure, parfois même plus fiables que celles mises en place par les institutions publiques. C'est impressionnant. La dimension internationale du blanchiment joue un rôle, ou un grand rôle dans leur pérennité. Certains trafiquants se tournent vers les crypto-monnaies pour masquer leurs mouvements financiers, tandis que d'autres préfèrent des systèmes plus traditionnels comme le hawala ou le trafic d'or. Les sociétés écrans, disséminées dans différents pays, servent à transférer les fonds d'un endroit à un autre sans effet les soupçons. Les bureaux de change douteux et les fausses facturations complètent ce joli tableau. La gestion de cet argent sale demande un véritable savoir-faire. Combiner vitesse, discrétion et contact bancaire susceptibles de fermer les yeux, sans cette habilité, tout le trafic serait fortement fragilisé. Ces sommes colossales ne dorment pas sur un compte en banque, elles sont réinjectées dans des affaires apparemment légitimes. Restaurants, boîtes de nuit, sociétés de construction ou même activités de prêt d'argent. Tout sert à donner une apparence normale à des capitaux illicites, en ouvrant ou rachetant des entreprises. Les trafiquants génèrent des flux déclarés, s'offrent une respectabilité publique et consolident leur emprise. Dans certains cas, ils s'appuient sur des managers complices pour gérer le quotidien, tandis que les patrons restent dans l'ombre. Cette forme d'investissement légalise progressivement leurs avoirs et crée une barrière supplémentaire contre les enquêtes policières. Il faut dire que c'est ingénieux. Les forces de l'ordre développent constamment, bien sûr, de nouveaux moyens pour démanteler ces réseaux, que ce soit via des enquêtes financières ou infiltrations. Les organismes internationaux coopèrent davantage, partagent infos et renseignements pour frapper aux points sensibles. Cependant, les trafiquants modernisent sans cesse leurs méthodes, usage du dark web, cryptage à haut niveau et mules financières insoupçonnées. Chaque avancée policière est souvent suivie d'une riposte technologique. Certains gouvernements misent sur la prévention et la réduction de la demande, tandis que d'autres privilégient la répression de masse. L'efficacité de ces tactiques varie selon les contextes, mais le trafic, de toute façon, reste florissant, et ce n'est pas fini. Au-delà des frontières, ce trafic fausse aussi le jeu économique. Les investisseurs légitimes doivent composer avec une concurrence faussée. Des sommes venues d'activités illicites permettent d'acheter des terres ou des entreprises à des prix exorbitants en chassant les acteurs locaux. Dans les communautés affectées, on observe souvent une hausse de la violence, un affaiblissement de l'autorité publique et un développement, on peut dire, inégal. Pour certains habitants, rejoindre ces cartels devient le seul moyen de gagner leur vie ou d'assurer la sécurité de leur famille. Pour d'autres, c'est un drame quotidien qui entraîne exode, répression et privation multiples. Et ça pèse lourd. Aujourd'hui, les nouvelles drogues de synthèse et les réseaux digitaux changent la donne. Les cartels se modernisent, nouent des contacts avec des laboratoires clandestins capables de produire en grande quantité. Les usagers deviennent plus exigeants, cherchant des produits plus forts ou moins chers. Cela pousse certains groupes à innover, quitte à mettre sur le marché des substances encore plus dangereuses. Pendant ce temps, la concurrence entre cartels se durcit, générant une spirale de violence toujours plus meurtrière. Sans réaction concertée, cette évolution risque de peser encore plus lourd sur l'économie, la stabilité régionale et la santé publique. En fait, c'est un vrai défi. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il fallait voir sur la face cachée du trafic de drogue, en l'espace d'à peu près 10 minutes. C'est un système complexe, géré comme une multinationale, avec ses filières, ses experts et sa constante évolution. Malgré les efforts des autorités, la demande ne faiblit pas et les cartels s'adaptent sans cesse.
J'espère que vous avez compris les mécanismes financiers et les logiques qui rendent ce trafic si puissant. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Votre soutien me motive à traiter d'autres sujets tabous et à partager toujours plus de contenu de qualité. Il faut savoir que le trafic de stupéfiants est quelque chose de planétaire. Je ne fais pas du cas par cas dans cette vidéo puisqu'elle dure que 10 minutes. Il faut comprendre que là, on traite vraiment du cartel. On ne parle pas du petit trafiquant qui vend une barrette en bas de son immeuble. Évidemment, ce n'est pas ce type de profil. Ce n'est pas non plus le profil qui ramène des valises de 30 kilos. Non, c'est pas ce profil-là. On a dans ce profil de vidéo, on parle pratiquement de narco-trafiquants. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.